Bonsoir à tous, bienvenue chez Crypto Basics. Ce soir, on accueille Benoît de Upsave.io. Bonsoir Benoît. Salut Max. Est-ce que je peux te laisser te présenter du coup? Ouais, écoute, je vais faire très rapidement. Je vais me concentrer sur mon expérience dans la blockchain, puisque je pense que c'est ce qui intéresse tes auditeurs. J'ai commencé dans la blockchain aux alentours de 2015-2016 en faisant dans le minage. Je minais du Monero à l'époque parce que c'était la seule monnaie qu'on pouvait miner encore avec un CPU. Donc j'avais installé une petite ferme de plusieurs machines et je minais du Monero. J'ai vu l'émergence, enfin les tout débuts d'Ethereum, quand c'était vraiment les tout débuts, et j'ai été immédiatement fasciné par cette possibilité de venir exécuter des programmes sur la blockchain. Bon, je sais pas si Ethereum est vraiment le premier projet à l'avoir proposé. Il y en a peut-être eu d'autres avant, mais en tout cas, voilà, c'est parmi les premières blockchains qui ont proposé cette idée du smart contract, du contrat intelligent que tu viens exécuter sur la blockchain. Là, je crois qu'il n'y avait même pas de mainnet, hein. C'était vraiment ému. J'ai participé, j'ai fait par exemple les contrats du Wine Metal Club, qui était une des toutes premières collections NFT qui intégrait cette notion de RWA à une époque où on ne parlait pas de RWA. Puisque le Wine Bottle, c'était tu avais un NFT auquel était adossé une bouteille de vin physique qui était random, qui était aléatoire, et que tu pouvais venir révéler avec le reveal de ton NFT. Et ensuite, tu pouvais te faire envoyer cette bouteille ou bien revendre ton NFT. Au niveau, en fait, tu burnais, c'est ça? Tu burnes le NFT en échange de la bouteille? Alors, tu burnais pas le NFT, c'était un peu plus compliqué que ça, hein. On avait vraiment une logique dans le smart contract qui te permettait soit de conserver le NFT non révélé, et de l'échanger ensuite et de le revendre justement, sachant qu'il portait l'opportunité d'une belle bouteille peut-être. Ou alors tu pouvais révéler le NFT et donc révéler la bouteille qui backait par le NFT. Et tu pouvais toujours échanger ce NFT, mais si tu l'as révélé avec une bouteille moins intéressante, évidemment ton NFT a perdu de la valeur, comme un paquet de cartes à collectionner, par exemple. Et ensuite, il y a toujours cette surprise, en fait, cette histoire de surprise. Tu sais pas derrière quelle bouteille tu vas avoir avec ton NFT, c'est ça? Ouais. Un peu la surprise. C'est la question, est-ce que je dois le garder scellé, ou est-ce que je l'ouvre, ou est-ce que je le garde scellé? C'est un booster, c'est un peu booster Pokémon, quoi. Mais de la bouteille. D'accord, très bien. Et donc ça t'a amené. Alors comment t'es arrivé au fait d'arriver sur de créer Upsave.io? Alors donc ensuite j'ai fait plusieurs autres projets dans le domaine du NFT, principalement dans le domaine du NFT. Un projet qui s'appelle White Sand Game, qui était un projet basé sur NFT Worlds. Bon, ça parle plus à personne maintenant, mais c'était White Sand, c'était le plus gros projet NFT gaming sur Minecraft, avant que Microsoft bannisse la blockchain de Minecraft. Ça a été très gros. J'ai fait pas mal de développement pour eux, blockchain et pas seulement blockchain, aussi toute la partie back-end. Ah, pour rappel, Minecraft avant c'était un peu plus open source que maintenant. Ouais. Il y a eu le Microsoft, et ensuite il y a eu le coup de tonnerre de Microsoft qui a dit maintenant, si vous ne pouvez plus utiliser Minecraft comme un front-end à un projet qui implique de la blockchain. Un mode, quoi. Un modé. On peut plus modder Minecraft. Ouais, alors bon, moi j'ai pas spécialement joué à Minecraft.
Mais en tout cas, du jour au lendemain, on a dû arrêter un projet qui avait une communauté. Il y avait des parcelles, des villas. À l'époque, je te parle de villas. Sur White Sand, c'était entre 3 et 15 Ethers le NFT. Ah ouais. 15 Ethers le NFT. Ouais, c'était énorme en 2021. Ok, d'accord. Donc bon, j'ai bossé, j'ai investi dans la crypto. Ouais. Il y a eu le bull market de 2020. J'avais pas mal de fonds à ce moment-là. Ok. J'étais rentré juste avant le bull, tu vois, en 2010. Ah, t'es bien. J'étais bien rentré juste avant. Par rapport à ce que j'avais investi, j'étais devenu plus riche que ce que je n'étais quelques années. Alors quand je dis plus riche, c'est relativement à mon investissement. Ouais, mais il y a eu ce moment, si tu veux, que tout le monde a à un moment, si tu es suffisamment longtemps dans la blockchain, il y a ce moment-là où tu as plus de patrimoine que quelques mois avant. Ouais. Et c'est grâce à la blockchain. Maintenant, la question c'est, est-ce que j'ai réalisé ce profit? Et non, j'ai pas réalisé mon profit. Oui, j'ai fait x2, x3. T'as vu un score, mais t'as pas réalisé mentalement que il y a eu des jours où le chiffre que je voyais sur mes wallets était, oui, j'étais content. Maintenant, est-ce que j'ai réalisé ce profit? La question est non, je n'ai pas réalisé ce profit. Je n'ai pas réalisé ce profit comme statistiquement une immense majorité des gens. Et donc, puisque ça fait quand même maintenant pas mal d'années que je suis dans l'écosystème, si tu veux, j'ai suivi tout le cycle, ce qu'on appelle un cycle de week-off, donc où tu as une période d'accumulation, ensuite une croissance du prix de l'actif très forte, très forte. Qui atteint à un moment son pic, qu'on le veuille ou non, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. D'accord. Et ensuite, ça commence à redescendre, sans que ça commence à redescendre. Alors, toi, donc, évidemment, quand ça monte, tout le monde se sent le loup de Wall Street. Putain, je suis un génie. C'est l'euphorie, hein. Mais c'est incroyable. J'aurais plus besoin de travailler, etc. Et puis il y a un moment en fait où ça s'arrête. D'ailleurs, c'est un petit peu là ce qu'on a vécu avec le Bitcoin à 110 000. Ouais. Tu vois, il y a ce moment où, purée, c'est fort quand même ça. Ouais, exact. Moi, c'était l'Ether à 4008 à ce moment-là. Waouh. C'est quand même, les gens sont hyper énervés sur l'asset, quoi. Ça achète encore et tout. Ouais. Et puis ça redescend. Puis bon, écoute, je peux toujours revendre. De la manière, je suis toujours à x3, tu vois, sur mon investissement. Puis ça remonte un petit peu, mais ça remonte pas à 110. Tu vois, à l'époque, c'était remonté de 4008, c'était l'Ether à 4008, et moi je suis principalement Ether. Je suis Ether maximaliste. L'Ether était à 4008, il est redescendu, il est remonté à 4000, je sais plus, entre 4005 peut-être, 4004, 4005. Et puis après, ça continue à redescendre. Bon, je suis toujours gagnant. Voilà, je sors pas. T'attends. Bon, en fait, t'attends trop et tu reviens au point où t'es rentré. Exact. Ça, c'est le piège. Là, tu te dis, j'ai rien perdu, j'ai rien gagné. On rejoue une deuxième fois. Mais la vérité, c'est qu'en fait, ça continue à descendre. Attends, je vais pas revendre à moins 10%, je perds 10% sur mon investissement. Ça va remonter, c'est sûr, de toutes les manières, ça monte et ça descend, donc ça va revenir au point de change. Pas vendu, pas perdu. Ouais, d'accord. Ouais, voilà, exactement. À ce moment-là, c'est ce que tu te dis, pas vendu, pas perdu, ça va remonter, et quand ça remonte là où je suis rentré, alors là, je sors. C'est sûr, j'ai la conviction, je sors quand ça revient à mon entrée, à mon point d'entrée. Ça revient pas en fait à ton point d'entrée. En fait, ça continue. Oui, ça remonte un petit peu, mais ça rejoint jamais le point où tu es rentré. Ça continue à descendre. T'attends et après tu te trouves, avec une période de 1 an et demi, 2 ans, où en fait, t'as l'impression que ça va à zéro. Ah oui. Et la vérité, c'est que sur ces 2 ans, et c'est la vérité pour en fait énormément d'investisseurs, indiens.
c'est que sur ces 2 ans, c'est possible que cet argent que tu as engagé sur la blockchain, tu en aies besoin dans la vraie vie. Ah oui, c'est possible que tu en aies besoin pour acheter ton appartement, c'est besoin Exact. que tu en aies acheté pour financer, Un bien pour immobilier. financer, voilà, et que tu aies besoin de faire une exit en fait à un point où tu ne voudrais pas sortir, mais tu dois le faire. Ok. Et c'est une des principales raisons pourquoi, si tu regardes les chiffres et les études, je crois qu'à 3 ans, il y a 96% des investisseurs privés sur les actifs traditionnels, dans les marchés traditionnels, qui ne font pas de bénéfices. Je ne vais pas dire qu'ils perdent de l'argent, mais qui ne font pas de bénéfices. D'accord, ok. 93% des investisseurs particuliers qui ne font pas de bénéfices sur un marché traditionnel, qui est un marché bien moins volatile que la crypto, bien plus lent et bien moins volatile que la crypto. Donc, je te laisse imaginer les biais cognitifs que tu as quand tu es sur des actifs très volatiles comme... c'est un flipper, hein. On va pas se mentir, hein, c'est un flipper, hein, ça clignote de tous les sens. J'ai vécu, donc je sais de quoi tu parles, mais en fait, comme tu dis, hein, en gros, alors, j'ai vu quelque chose sur Twitter, sur X. C'était un diagramme avec le temps passé où ton wallet est en ATH, donc ton wallet est le plus haut possible, et le temps où il n'est pas en ATH. Tu vois. Et en fait, tu voyais que tu as 1% du camembert là où tu es en ATH. C'est-à-dire qu'en fait, ton wallet il est jamais à son maximum. En fait, tu es toujours en bear. En fait. Ton wallet est toujours en bear, faut dire ce qui est. Hein. Tu es toujours en déficit. Et c'est pour ça qu'il faut avoir le cœur accroché quand tu as crypto. Faut même limite avoir une façon de gérer ton argent un peu. En avoir rien à foutre, voilà, on va dire les termes. Hein. Ouais, voilà, en avoir rien à foutre. Je suis pas sûr. C'est vrai? Je suis pas sûr. Moi, j'ai appris que. Moi, c'est pas ce que je dirais. Vas-y, dis ce que tu veux. Vas-y, dis ce que tu penses. Non, je pense que si tu veux vraiment être si tu veux avoir des succès dans la gestion active, parce que là, ce dont on parle, c'est vraiment de la gestion active. Ok. Et toutes les études montrent que la gestion active, statistiquement, tu as beaucoup de très fortes chances de te retrouver dans la partie perdante des gérants actifs. Mais si tu veux être dans les quelques pourcents qui font un bénéfice là-dessus, il faut être une machine. Il faut être une machine. Et malheureusement, ou heureusement, mais il se trouve que le cerveau humain n'est pas câblé comme une machine. C'est marrant parce qu'on on va faire une belle transition sur Upsave.io. Je la sens venir. Voilà, donc la charge mentale de cette période-là, pour moi, elle a été très lourde. Très lourde. L'exposition à la volatilité de l'actif est très lourde. Pour toi, c'est quelque chose qui est à la hausse, tu sais pas s'il faut vendre. Ouais. Quand c'est à la baisse, t'es triste parce que c'est à la baisse. Ouais, tout à fait. Donc en fait, il y a très peu de moments où tu es content d'être exposé à cet actif. C'est vrai. Parle vraiment personnellement. Je comprends. J'ai eu très peu de moments où j'ai eu ce moment d'extase sur le. Non, en fait, en vrai, quand ça monte, est-ce que je dois revendre là? Est-ce que aujourd'hui je dois revendre? J'ai du BTC. Est-ce que je dois le revendre aujourd'hui, maximum BTC? C'est vrai, hein. C'est compliqué. Hein. Hier, il fait 100 000, maintenant il redescend. C'est insupportable. C'est insupportable si tu as pris une position. Enfin, pour moi, c'était insupportable parce que j'avais pris une position sur l'actif. C'est-à-dire que j'avais pris de l'argent de mon épargne, de mon travail, de ma force de travail pour prendre une position sur l'actif. Et une position conséquente relativement à ma capacité financière. Tu vois, c'est pas une question de chiffres. Mais disons que si ton patrimoine c'est 10 000 euros et que tu es engagé à 5 000 euros sur de la crypto, c'est quand même la moitié de ton patrimoine qui est engagé. Tout à fait. Dans la crypto. C'est pareil, si tu as 1 000 euros de patrimoine et que tu es engagé à 500 euros, tu es engagé à la moitié de c'est énorme. tes capacités. Surtout sur des actifs volatiles, quoi. Ça, c'est... Voilà, et donc cette charge, elle est la même pour tout le monde, en fait, enfin, pour beaucoup de gens. C'est là où, en fait, il y a un moment où j'ai tout sorti j'ai quasiment tout sorti en stablecoin, et j'ai commencé à builder Upsave. Upsave, c'est un protocole sur lequel tu déposes des stablecoins qui sont ensuite redéposés sur soit sur des protocoles de staking, pas des protocoles de staking, sur des protocoles de lending borrowing. Aujourd'hui, il y en a un seul, c'est AV.
soit sur des produits qui génèrent des rendements à partir de RWA, mais on reviendra là-dessus. En tout cas, tu déposes des stablecoins sur le protocole et les intérêts qui sont générés par ces stablecoins qui ne sont pas swappés pour un autre actif, ces intérêts sont transformés dans un actif différent, type du Bitcoin, type de l'Ethereum, type de l'or digital. Si bien qu'avec un capital en stablecoin, tu crées une exposition à la crypto quotidiennement, puisque les intérêts sont échangés, sont transformés tous les jours. Tu crées quotidiennement une exposition à la crypto sans engager directement ta capacité principale qui est ta stablecoin et que tu peux venir récupérer à tout moment dans son intégralité. Je fais simple. Il y a des risques voilà, il y a tous les risques qui sont liés à la blockchain et aussi à les risques de currency, enfin les risques de monnaie, les risques. Il y a des risques, mais si tu veux, le Upsave ne prend pas de position financière sur l'actif. C'est-à-dire que ton USDC que tu déposes sur Upsave, éventuellement, il est prêté sur AV pour générer un rendement. D'accord. Mais cet USDC sur AV, ça reste quand même un USDC. Et tant qu'AV va bien, pour un USDC récupéré, tu récupères un petit peu plus qu'un USDC. Voilà, c'est le paradigme, on va dire, de AV. Donc, ta stablecoin, elle reste, ton capital principal reste tout le temps disponible. Il reste en USDC, en stablecoin. Et malgré tout, voilà, quotidiennement, tu crées une petite exposition, évidemment, puisque les rendements ne sont pas immenses. Ils sont meilleurs que ce que tu trouves en finance traditionnelle. Mais tous les jours, tu crées malgré tout une exposition à Bitcoin, une exposition à Ethereum. Et tu ne sais pas en vrai où est-ce que ça va aller dans quelques années. Et ce rendement aujourd'hui qui est, suivant les produits, on a deux produits principaux pour générer du rendement. On a AV qui génère un rendement honnête sur l'USD. On va dire qu'en annualisé, tu dois être entre 6 et 8% suivant les blockchains. Et on a un autre produit qu'on est en train d'intégrer avec des plateformes, avec deux protocoles. Il y a Spico, qui est une boîte française réglementée AMF, qui tokenise des bons de la Banque Centrale Européenne sur la blockchain et qui te génère un rendement du taux Ester. Le taux Ester, c'est le taux, donc c'est le Euro Stable Rate, Euro Stable. Bon, je ne sais plus pourquoi la signité, mais c'est un taux donc, qui est le taux auquel la Banque Centrale Européenne prête l'argent, et donc c'est des bons du trésor, si tu veux, qui est aujourd'hui à 3,1%, quelque chose comme ça. Mais là, tu es sur un produit qui est extrêmement safe, puisque bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de Spico, mais si tu veux, quand toi tu déposes ta fiat chez Spico, tu récupères un token, mais Spico ne garde pas la fiat. La fiat, elle est envoyée au Crédit Agricole pour qui garde la fiat. C'est une boîte auditée par PC. Les assets. Nous, on est prêteur sur AV. C'est-à-dire qu'on prête du dollar digital en l'occurrence. Mais pour cette action de prêter du dollar, on touche des intérêts, on touche un rendement en temps réel d'ailleurs. Et c'est ce rendement-là ensuite que nous, on vient, au lieu de toucher ton rendement en dollar digital, tu vas le toucher en Bitcoin, en Ethereum ou en dollar digital. AV, ils sont là, ces protocoles, ils datent de 2020. Ils ont un track record qui est à peu près probablement un des meilleurs dans l'écosystème. C'est quoi un track record je crois que un track record, je veux dire qu'ils ont, je crois qu'il y a eu deux épisodes dans
dans l'histoire d'AV où ils ont eu de la mauvaise dette, enfin où ils se sont retrouvés dans une situation où ils auraient pu avoir de la mauvaise dette. Ok. C'est-à-dire que c'est un protocole de lending and borrowing, de Ok. prêt et d'emprunt. C'est-à-dire que nous, on prête à AV, et sur AV, tu peux avoir aussi des utilisateurs qui empruntent. Par Oui. exemple, ils vont emprunter de l'USDC pour acheter du Bitcoin Ok. parce qu'ils pensent que Bitcoin va aller à la hausse. Et donc l'idée, c'est qu'ils nous empruntent du dollar, ils achètent du Bitcoin, ils attendent que Bitcoin monte, et ensuite, quand Bitcoin a monté, ils reviennent, ils vendent le Bitcoin pour des dollars, Ok. ils remboursent le prêt qu'ils ont, enfin l'emprunt qu'ils ont fait, et ils gardent la différence. Voilà, c'est très simplement Ok, d'accord, ok. le fonctionnement, le fonctionnement du protocole AV. Mais c'est une plateforme collatéralisée, c'est-à-dire que pour emprunter, ils doivent déposer un Ouais. collatéral, et si leur pari ne va pas dans le bon sens, ils peuvent se retrouver dans une situation où Ouais. on dit qu'ils sont liquidés. Ils peuvent se retrouver dans cette situation où ils sont liquidés. Le problème, c'est quand l'actif qu'ils ont déposé en collatéral descend plus vite que la capacité du réseau à liquider leur position. AV se retrouve à liquider la position de cet utilisateur, le collatéral de l'utilisateur, à une valeur qui ne rembourse pas la totalité de son emprunt. Ok, d'accord. C'est ce qu'on appelle de la mauvaise dette. Ouais. Ça peut arriver, c'est un risque. C'est arrivé, bon, je sais que ça a pu arriver sur AV. Ça n'a pas impacté les utilisateurs directement, soit ça a été pris en compte par la trésorerie. Bon, j'ai pas tout l'historique, je suis sûr qu'il y aura des gens en commentaire pour mettre Ouais. l'historique d'AV, mais AV, voilà, moi j'aime beaucoup ce protocole pour justement la transparence, la simplicité de son fonctionnement et sa transparence. C'est pas là où tu vas faire les meilleurs rendements sur Non, la c'est sûr. blockchain, mais moi c'est pas ce que je cherche en fait. Moi, j'avais Moi ce que je discuté. cherche c'est à dormir correctement Moi, la nuit. Voilà. j'avais discuté avec des gens qui étaient vraiment dans la crypto, mais qui tradaient vraiment tous les jours et tout, et ils étaient all-in AV, tu vois. C'est marrant, tu vois. Bah, all-in. Allez, 80% de leur capital était sur AV, tu vois. C'est-à-dire que eux, ils croyaient. En fait, eux, c'était c'est le token révolutionnaire, quoi, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Ils sont all-in sur le token de DAO d'AV. Ouais, c'est ça. Moi j'ai pas d'avis sur la DAO AV. Je suis un développeur, j'utilise Ok. leur protocole. Toi, c'est Ethereum. Ouais, bon, AV est sur Ethereum, hein, mais Oui, oui, toi. dans mon. Ouais, Non, ton mais token. bon, enfin, c'était pour rigoler, en plus, hein, très franchement. Là, sur Upsave aujourd'hui, en public, tu as 2 volts, enfin en public Ok. bêta, tu as 2 volts qui sont des volts USDC et dont les intérêts sont soit, tu peux choisir soit transformer ton intérêt en Ethereum, soit en CBBTC, qui est le token wrappé par Coinbase du Bitcoin. On est déployé sur Base et Arbitrum. Et on a un 3e vault qui n'est pas activé aujourd'hui sur l'application, mais qui est un vault PyUSD, donc l'USD de PayPal, et on transforme les intérêts en or digital qui est émis par Paxos avec le PaxG. Donc là, tous les jours, si tu veux, toi, tu as une position en PyUSD, tu peux les récupérer n'importe quand. Et tous les jours, tu crées une petite exposition à l'or digital. C'est assez satisfaisant, très franchement, c'est assez satisfaisant de savoir comme ça que tu fais en fait un DCA. C'est un investissement récurrent, mais en même temps, tu n'as pas besoin d'engager, toi, tu vois, quand tu fais un DCA aujourd'hui, il faut que je mette 100 balles sur le service qui propose l'investissement récurrent, et puis il va vendre 10 euros tous les jours ou toutes les semaines suivant le. Mais malgré tout, tu vois, j'ai dû mettre 100 euros sur la plateforme, et ces 100 euros, je les ai plus. Ah oui. Avec Upsave, toi, tu mets 100 euros sur la plateforme, et tous les jours, tu as un petit peu. Alors, c'est sûr qu'évidemment, en termes de. On n'est pas du tout sur les mêmes ratios sur les mêmes ratios. Tu n'as pas autant de Bitcoin en achetant 100 euros de Bitcoin qu'en prêtant, en mettant en prêt 100 euros avec un taux d'intérêt entre 7 et 8%, et en faisant du Bitcoin. Mais
mais comme je te dis, moi, j'en pouvais plus en fait, si tu veux, de pas dormir, me réveiller la nuit et regarder Toi, c'était vraiment ça ton regarder stress. les prix. Ouais. Toi, Ouais. tu avais un stress, t'avais vraiment une souffrance, on appelle ça vraiment une douleur dans le fait que ça soit volatile, c'est ça? C'est-à-dire que tu peux te réveiller un matin et dire mince, j'ai tapé moins 15%, et après, au contraire, Exactement. comme on a dit tout à l'heure, Exactement. arriver à plus 20% et dire qu'est-ce que je fais? Je fais quoi maintenant? Je vends, tu vois, c'est ça. En fait, tu étais toujours en fait, dans une sensibilité un peu du marché, quoi. Tout à fait. La partie émotionnelle Ouais. m'a, on va dire, submergé, quoi. Il y Ouais. avait je pense qu'il y avait vraiment à la fin de 2022, là, il y avait vraiment une fatigue Ça rend malheureux, ouais. mentale. J'étais épuisé psychologiquement à cause de tout ça. Surtout, bon, il y avait pas eu que ça en plus en 2000. Il y a pas eu que le cycle. Il y a eu aussi ce que tout le monde aujourd'hui semble avoir oublié, mais il y a quand même eu des épisodes assez marquants quand tu les as vécus de l'intérieur. Tu as FTX, eu tout ça? FTX, tu as eu Celsius, Ouais. tu as eu BlockFi. Luna? Ça, on va dire que c'est pour la partie custodiale. Mais tu as eu aussi Luna avec l'UST. Moi, j'ai perdu indirectement à cause de Luna, tu vois. C'est des trucs. Ouais, c'est fichier. Parce que j'étais sur protocole, mais en fait le protocole tirait son intérêt. Alors que j'étais sur un protocole sur Polygon, mais en fait ce qu'on personne n'avait vraiment remarqué, c'est que comment ils payaient des taux d'intérêt aussi énormes sur Polygon pour de l'USDC, c'est qu'en fait ils sortaient l'USDC, ils l'amenaient chez Luna, qui à l'époque payait du 20% sur une stablecoin, ce qui est complètement délirant. Ah, c'est fou. Et ils ramenaient les intérêts ensuite sur Polygon et ils payaient. Bon, le jour où il n'y a eu plus de Luna, bah en fait, moi sur Polygon, j'avais plus rien non plus. C'est pour ça, attention au taux d'intérêt trop élevé. Hein. Ça cache quelque chose. Moi j'ai toujours entendu dire en finance au-dessus de 12%, c'est. Ça craint. Ça pue. Statistiquement, tu es vraiment en bout de zone. Enfin voilà, tu vois, je dis pas qu'il y a pas des gens qui font plus. Non. Mais, faire 12% sur plusieurs années, c'est un. Alors, je vais pas utiliser d'anglicisme, mais même pour les meilleurs gérants de fonds, etc., c'est énorme. C'est énorme. 12% sur la longueur, c'est. Déjà 12%, on va dire sans risque, 12%, c'est énorme. Je trouve que c'est. J'ai pas dit sans risque. À 12%, tu es en limite, en limite de ce qui passe du. Enfin, de ce que moi je considère et ce que j'ai souvent entendu dire, qu'au-dessus de 12%, ça passe dans le. Tu as très franchement des chances de tomber dans du scam. Enfin, tu vois, c'est difficilement explicable rationnellement de faire. Après, c'est souvent, une limite rationnelle, on va dire. Tu vois, quand tu vas sur des DEX et que tu as des poules de liquidité, souvent, ça arrive fréquemment que tu as des poules de liquidité à 400% ou quoi, mais après, en fait, ça se régule vite. Hein. On va dire, t'as tout le monde qui se jette dessus, obligatoirement. Et le jour d'après, souvent, ça se régule et tu arrives dans les 10% ou dans les 5%, en fait. Et en redéposant les fonds sur AV, enfin, quand l'utilisateur dépose sur Upsave, ensuite, le contrat, c'est pas moi, c'est le smart contract, lui redépose sur AV les stablecoins de l'utilisateur. Aujourd'hui, on a ces deux vaults, donc WTH et CBBTC sur Arbitrum et Base, qui reprêtent sur AV. Sur AV, je te dis, on est allé, je crois que j'ai regardé, on était à 7%, 7%, mais ça dépend des networks. On va dire qu'on est entre 6 et 8% annualisés. Ça, c'est les premiers, les premiers rendements, les premiers intérêts. La première façon, on va dire, le premier vecteur de génération d'intérêt, c'est AV. Le deuxième, c'est des protocoles qui ne sont pas disponibles aujourd'hui sur l'application, mais qu'on est en train d'intégrer, comme Spico, comme Mountain Protocol, comme Ondo Finance avec l'USDY, Mountain Protocol avec l'USDM, qui sont en fait des stablecoins qui sont backés derrière par des T-bills américains, qui sont des obligations du Trésor américaine. Donc, ce sont des sociétés qui, si tu veux, achètent des obligations américaines. Et donc ces obligations américaines génèrent un rendement qui est aujourd'hui à 4,35 sur le T-bill à 3 mois. Donc, tu arrives avec tes USDC et des wraps ETH, donc ça fait un LP du coup,
si je me trompe pas. En fait, tu Non, crées non, un non. jeton MP, même pas? Donc voilà, là, quand tu es sur USDC, Ouais. je vais me loguer. Je vais me loguer. Ouais, d'ailleurs, tu vois, je vais me loguer avec mon email. Parce que si tu utilises Upsafe, tu n'as pas besoin d'un wallet Web3. Puisque tu peux utiliser un wallet Web3, mais tu peux aussi te connecter avec un email et on va générer un smart wallet pour l'utilisateur. D'accord. Et on va sponsoriser ces transactions. Donc, il a à aucun moment besoin d'installer un wallet ou ne serait-ce qu'avoir de l'Ether pour passer des transactions. Quand tu vas sur ton Vault, quand tu sélectionnes le Vault USDC WETH, moi, j'ai déposé de l'USDC. Tu vois, ici, je dépose de l'USDC. D'accord, ok. Maintenant, j'ai un rendement sur cette USDC qui est là, par exemple, à 7,78%. Ok. Et ce rendement-là, au lieu de m'être payé en USDC, il m'est payé en WETH, qui est le wrapped Ether. Enfin, il m'est payé en Ether, si tu veux. Ouais. Donc, moi, j'ai déposé de l'USDC. Ensuite, je peux retirer cette USDC à tout moment. Tu vois, là, je retire 10 USDC du Vault. C'est-à-dire que je ferai mon 7,78%, il sera fait plus que sur 1180 USDC et puis 1190 USDC. Qu'est-ce qui s'est passé là, si on regarde très rapidement un peu ce qui s'est passé, j'ai échangé un ERC20 qui est une contrepartie qui a été transférée sur mon wallet personnel, sur mon portefeuille personnel au moment du dépôt. J'ai retransféré cette contrepartie au Vault. Le Vault a récupéré sur AAV sa position pour 10 USDC et il me les a reversés ensuite sur mon wallet. Sur mon wallet. Donc là, tu vois, j'ai récupéré mes 10 USDC. Et maintenant, ces 10 USDC, je peux revenir et je peux les redéposer dans le Vault. D'ailleurs, ce que je vais faire. Ce que je vais faire immédiatement. Maintenant, tous les jours, quotidiennement, comme je t'ai dit, on transforme les intérêts du Vault, c'est un Vault mutualisé, et nous, on a juste accès aux intérêts qui ont été générés par les liquidités engagées sur le Vault, et on les retransforme on les swap pour du WETH. Et donc là, j'ai accumulé, avec cette position, je ne sais plus quand est-ce que j'ai créé cette position, mais avec 1190 USDC, tu vois, ça doit faire 3-4 jours. J'ai cumulé déjà 0,001 WETH. D'accord, ok. Moi, mes 1190 USDC, ils sont disponibles. Je peux les récupérer. Et en même temps, j'ai un petit peu d'Ether qui a été généré. Et voilà, et cet Ether, je peux le récupérer, je peux le claim à n'importe quel moment. Et ensuite me le retransférer autre part, le revendre. Voilà. Bon, après, on développera d'autres fonctionnalités sur l'application, évidemment. Par exemple, pour reswapper ton rendement en Ether, enfin, tes intérêts qui ont été payés en Ether, par exemple, pour les retransformer en USDC. Ce qui peut être très intéressant quand tu es en période d'accumulation. Tu vois, par exemple, comme là, si j'avais eu Upsafe, je l'ai eu pendant une bonne partie, puisque ça fait un petit moment qu'on travaille dessus, mais si j'avais eu Upsafe pendant les 1 an et demi où, tu vois, c'était flat vers le bas. le range des enfers, là. Ouais, voilà, exactement. Tout à fait. Quand on était dans la range, en fait, toi, tu accumules du BTC ou de l'Ether quotidiennement dans cette range. Et quand tu arrives au bull, tu vois. Tu as la liquidité, quoi. Tu peux. Ton intérêt qui était à 6%. Annualisé à 6%, en vrai, il n'est pas à 6%. Quand tu es dans le bull, tes 6% qui t'ont été payés pendant un an, ils se transforment en 12, enfin en x2, x3. Je vois ce que tu veux dire. Donc en 12 ou en 18%. Et pour un risque, enfin, tu vois, pour un risque qui a été quand même ultra contrôlé. Je dis pas qu'il n'y a pas de risque, mais on peut parler des risques d'ailleurs, si tu veux. Mais le risque est quand même hyper contrôlé par rapport à d'autres choses que tu peux trouver, à d'autres produits que tu peux trouver sur la blockchain. Ok, ça marche. Au niveau d'interface, il faut savoir que c'est en alpha, c'est ça? Ouais, on est quelques utilisateurs, on a de la liquidité sur le. Voilà, je fais pas de conseils financiers, et je veux pas vous dire d'aller mettre. Mais je pense que. Mais allez-y quand même. Déjà d'une. Non, mais non, je rigole. allez-y avec Tidal, quoi, tu vois.
Non, allez-y, Ou tester. allez-y si vous voulez y aller, je ne sais pas. Et tester, De toutes les manières, il y a un Vault en testnet, c'est-à-dire que si vous êtes sur Base Sepolia, si vous avez configuré votre Base, ou même avec votre email d'ailleurs, vous n'avez pas besoin d'un wallet Web3 puisque vous pouvez, comme je vous dis, vous connecter avec un email ou un compte Google, et derrière on vous créera un wallet. Ok. Mais vous pouvez aussi tester sur le testnet. On a un Vault sur le testnet. Ouais, voilà. Donc tu vois, voilà, tous les jours là, j'ai eu un petit peu d'Ether comme ça qui m'a été distribué. Ok. Donc tu peux me rappeler le parcours en fait un peu à partir en fait de la comment dire du token, on va dire. Tu mets ton token dans la pool. Ce token en fait il part chez. Vas-y, tu peux répéter? Ça te dérange pas? C'est pas une pool, c'est pas une pool de liquidité. C'est vrai que c'est l'interface utilisateur, je te l'accorde, est un peu. Après, je le dis comme ça, mais en fait, j'ai pas le droit de dire stacking parce qu'un jour on m'a reproché que dire stacking, en fait, non, c'est pas. Tu sais, une pool de liquidité, souvent c'est écrit c'est écrit stacking, mais c'est pas du stacking parce que c'est pas un consensus de stacking, donc c'est pas. Donc j'ai pas le droit de dire ça. J'ai pas le droit de dire la liquidité, mais là, comment je pourrais dire pool d'investissement Non, là c'est vraiment un dépôt en fait. D'ailleurs les fonctions dans AV, elles supply la fonction qu'on vient appeler sur AV. Donc toi, si tu veux, t'as ton wallet, que ce soit un smart wallet si tu t'es connecté avec un email, ou que ce soit ton propre EOA, ton wallet Web3, ton Rabi ou ton MetaMask ou ton Ledger. D'accord. Tu viens déposer tes USDC sur le smart contract du Vault. C'est un Vault, c'est pas une pool, c'est un Vault. Un Vault, c'est un contrat. Généralement, on se réfère à un Vault par un coffre, on appelle ça quelque chose où un coffre dans lequel on vient déposer souvent un type d'actif. Donc là, en l'occurrence, de l'USDC. Ok. Et ce coffre-là, il contient de l'USDC. Donc quand tu déposes sur ce coffre, ce qui se passe, c'est que toi, tu récupères une marque que tu as déposée. Tu récupères des ERC20 correspondant à la quantité que tu as déposée sur ce coffre. Mais ça, c'est vraiment du détail technique, donc c'est pas la peine de rentrer dans ces détails. Mais en tout cas, le smart contract, lui, immédiatement, il vient supply. Il appelle la fonction supply. Donc là, en français, supply, ça doit être fournir. Fournir, c'est ça. Il fournit ses USDC. Donc on transfère les USDC du coffre vers AV, et ensuite sur AV, les USDC sont mis en commun peut-être dans une pool en fait. Je sais pas les termes. En tout cas, ils sont mis à disposition des utilisateurs d'AV pour être empruntés et en contrepartie d'un rendement. Voilà, c'est tout en fait. Et du coup, pourquoi pas aller directement à AV, mettre ton argent dans la pool? Alors, d'aller sur AV, en fait, si tu veux, d'aller moi sur AV, je peux le faire. Je peux le faire si j'ai un capital conséquent. Je peux le faire parce que je peux me permettre de tous les jours payer la transaction. Je peux me permettre de tous les jours payer la transaction. En fait, les intérêts que je génère sur AV, comparativement au coût de la transaction que je dois faire pour récupérer mes intérêts tous les jours et venir les échanger. Donc, c'est deux transactions. On parle de deux transactions. Récupérer sur AV les intérêts et ensuite, deuxièmement, les échanger chez OneInch ou Paraswap ou n'importe quelle forme de protocole de swap. Je dois faire deux transactions. Si j'ai déposé $10,000 chez AV, c'est pas grave parce que $10,000 fait à peu près, je crois, on va dire $3 d'intérêt par jour. Entre 2 et $3 d'intérêt par jour. Et je vais payer deux transactions à 10 centimes. Donc, bon, c'est pas un problème. Tu vois, si j'ai déposé 100 € chez AV, en fait, mes intérêts n'ouvriront pas le coût de la transaction. Là, je te parle de L2, je te parle d'Arbitrum, de Base, mais quand tu es sur Ethereum, évidemment, je te laisse imaginer là où les coûts de transaction sont encore bien supérieurs. C'est énorme. Donc, l'intérêt de Upsave, enfin, la première problématique que vient résoudre Upsave, c'est de mutualiser, si tu veux, ces transactions. Puisque on fait le coffre est mutuel.
Donc tout le monde a déposé dans le coffre et récupère une contrepartie en fonction de ce qu'il a déposé. D'accord. Et donc on récupère les intérêts, si tu veux, pour tout le monde. Je commence à saisir. Une fois, on les échange pour tout le monde et tout le monde a évidemment la quantité correspondante par rapport à son dépôt initial. D'accord, ok. Donc là, on mutualise, si tu veux, ces transactions. Deuxièmement, c'est la régularité. Oui, tu peux le faire toi-même. Je pouvais le faire moi-même, mais est-ce que je l'ai fait? Non, je ne l'ai pas fait parce qu'en fait, comme on le disait au début, si tu veux, à mon avis, avoir du succès dans la crypto, il faut être une machine. Et une machine, ça suppose d'être régulier. Est-ce que moi, j'ai été régulier d'aller tous les jours me forcer? Non, en fait, il y a des jours où je ne l'ai pas fait. Et tu as des études qui montrent que dans les marchés financiers, si tu rates j'ai pas les chiffres exacts encore, mais si tu rates les quelques jours de l'année où tu as pu avoir les meilleures performances, enfin si tu rates par exemple les 3 meilleurs jours de la bourse sur la, tu fais une mauvaise année, tu diminues ta perte, mais d'une manière complètement débile, quoi. Tu vois, je j'ai pas les chiffres en tête de cette étude, il faudra la retrouver, mais tu vois, ça me paraîtrait pas complètement faux que tu puisses perdre entre 30 et 50% de ta performance si tu rates les 10 meilleurs jours de l'année. Donc pour réussir, il faut être régulier, il faut être une machine. Moi, je suis pas une machine. En fait, il y a des vendredis soirs où en fait non, je vais pas le faire, quoi, d'aller taper, récupérer le truc, tout. Non, je vais pas le faire. Qu'est-ce qui se passe si c'était un des jours tu vois, où tu as des grosses bougies comme tu as eu il y a là au mois de décembre? T'as raté la bougie, c'est dommage. Donc tu le fais pas, et ce manque de régularité à la fin, il te coûte. Donc là, au moins, Upsave le fait pour toi, puisque c'est pas nous qui le faisons évidemment, on a un back-end et c'est fait automatiquement quotidiennement. D'accord, ok. Voilà, c'est une automatisation de tes rewards en fait. Voilà, oui, tu vois, là c'est pas régulier parce qu'on est encore dans une phase de développement, on affine certaines choses, etc. Mais malgré tout, le process, si tu veux, c'est appelé régulièrement et comme ça, moi, j'ai pas à me soucier de savoir si est-ce que j'ai swappé mes intérêts pour Bitcoin aujourd'hui. Non, ça c'est fait automatique. D'accord. Le troisième pain point, dis-moi. Non, donc on disait avantage numéro 1, c'est la mutualisation, pardon. L'avantage numéro 2, c'est en gros, en fait, on fait ta place. En fait, en gros, c'est l'automatisme. Régularité de automatisme. C'est un DCA, c'est un investissement récurrent. En fait, si tu veux, c'est au lieu d'être un investissement récurrent avec ton capital, c'est un investissement récurrent avec les intérêts de ton capital. Ok, d'accord. Voilà. Ok, d'accord. Non, ça va, c'est clair. Ouais, je viens de la trouver comme ça. En fait, c'est ça là. Il faut que je la note absolument. Le troisième pain point qu'on vient résoudre, mais celui-là, il est plus dans l'interface d'Upsave, c'est que Upsave, c'est une application que concrètement ma mère utilise. Tu vois, j'ai onboardé ma mère sur Upsave. Évidemment que on va t'installer un wallet Web3 sur lequel il y a une clé privée. Alors surtout, ne partage pas ta clé privée. Pour l'instant, tu peux pas faire de transactions parce qu'il faut que je t'envoie de l'Ether qui va servir à payer des transactions. Ces transactions vont utiliser du dollar digital, donc ça n'a rien à voir avec l'Ether, mais tu as quand même besoin de Non, c'est bon, enfin, c'est pas la peine. Okay. Donc le troisième challenge, c'était de demander et d'être une application qui s'adresse aux consumers et pas seulement aux utilisateurs Web3. Et donc on a aujourd'hui, tu peux te connecter avec un email et on a on utilise un back-end et des solutions pour créer des smart wallets ERC4337 pour nos utilisateurs qui se connectent avec un email et on sponsorise leurs transactions. Le Web 2.3, 2.5 même pas. Ouais, c'est ça. Moi, il y a une boîte. Le wallet intégré dans ton interface web, quoi. T'as même pas besoin de savoir que t'as un wallet. On s'en fiche que t'as un wallet en fait, parce que c'est, tu vois, c'est transparent.
Moi, ma vision, c'est qu'à la fin, pour les utilisateurs qui ne sont pas Web3, puisqu'on a la possibilité aussi de se connecter avec un Web3 et avec un wallet Web3, mais un utilisateur qui n'y connaît rien en blockchain, il vient, il se connecte avec un email, il fait son on-ramp avec Coinbase. Demain, on utilisera des solutions avec des IBAN, c'est-à-dire que tu auras un IBAN adossé à ton compte. Ouais, donc toi, tu feras juste un transfert par IBAN. Tu acceptes sur le téléphone, est-ce que vous voulez accepter, hop, tu cliques avec voilà, ton empreinte. Et on va utiliser la blockchain uniquement comme ce qu'elle est, c'est-à-dire une magnifique infrastructure. Un peu comme Sorare. Sorare, c'est un projet qui fait un jeu de cartes. C'est d'abord un jeu de cartes à collectionner. C'est un projet blockchain. Souvent, on pense que c'est un projet. Qui sait aujourd'hui sur quelle blockchain tourne Sorare? Sorare, licorne française, 1 milliard valo, 1 milliard d'euros. C'est la blockchain de Sorare. Il me semble que c'est Ether, mais il me semble que c'est Ether parce que pour le fonctionnement, ça peut pas marcher Ether. Tu vois, ou même si c'était Ether au début, si tu veux, derrière, il y a après ils ont. Au début, ça a switché, mais il me semble que c'est pourquoi je te dis ça, parce qu'en fait, à un moment donné, c'est là que j'ai percuté que la crypto, ça allait changer les choses. Tu vois. C'est quand je me suis dit, en fait, il y a des cartes à collectionner avec de la crypto. En fait, c'est quand j'ai découvert ça que je me suis dit, ah ouais, là, c'est peut-être beaucoup de s'intéresser, tu vois. Et c'était Sorare, justement. Mais si tu utilises l'app, t'as pas besoin de savoir que c'est sur la blockchain. En fait, si toi, tu es un utilisateur de Sorare pour ce qu'est Sorare, c'est-à-dire un jeu de cartes à collectionner, t'as absolument pas besoin tu vois, à aucun moment, on t'a demandé d'être un expert Web3. On s'en fout, et donc, moi, c'est vraiment la vision que j'ai pour Upsave et qu'on est en train d'implémenter, qui est déjà aujourd'hui un peu disponible, justement, avec cette option de pouvoir venir se connecter avec un email ou avec un compte social comme Google. Donc tout en conservant la totale propriété des fonds. Tu vois, c'est pas parce que tu t'es connecté avec un email que t'es pas propriétaire de tes tokens. Tu as un wallet dont seul toi a la. Je vais pas rentrer dans les détails techniques de l'implémentation, mais de manière, on utilise des services externes pour ça. C'est pas nous qui l'avons, mais on a connecté avec qui font ça, avec des providers de services. Voilà, c'est. Ok. Parfait, ok. Très bien. Bon, je te remercie en tout cas. Merci d'être venu au micro, Benoît. Merci Max pour ce soir. Alors, autre chose, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. De toute façon, Benoît, je les soumets à Benoît et je vous réponds dans la foulée. On vous répond. Même si tu passes sur YouTube, tu peux répondre en direct. Tu le fais à ma place. Likez, mettez un petit pouce bleu. Ça n'engage en rien et en plus, ça soutient la chaîne. Benoît, encore une fois, merci beaucoup. C'était vachement... J'ai appris beaucoup de choses et merci beaucoup. J'espère que chez vous aussi, c'est pareil. Ça vous aura appris des choses, des notions. Parce que bon, c'est toujours assez particulier en fait. On n'est jamais dans le cœur de la machine, tu vois, à savoir comment ça se fait, comment ça se bidouille plus ou moins, tu vois. Donc là, c'est super intéressant d'avoir un peu mis l'œil là-dedans, dans la machinerie. Donc voilà. C'est bon pour Merci toi Max. C'est bon pour toi, Benoît? Ok, merci beaucoup et on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao.